Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a du monde. Adelaine. Bonsoir Thierry Berthaud. Alors, comme on va parler du Rif, je vous dis Azul. Ça veut dire bonsoir ou bonjour. Enfin, Azul Fellawen. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé. Younes, bonsoir. Oula, il y a du monde ce soir. Samia Arabe. Donc, bonsoir Azul. Je suis très content de vous retrouver. C'est un sujet un peu délicat ce soir, mais vous me connaissez, je ne recule pas devant la difficulté. Bon. Alors, eh ben, il y a du monde qui arrive, hein, c'est fou. Abdelkader, bonsoir. J'ai pas le temps de dire bonsoir à tous ceux qui arrivent, hein, je suis désolé, mais je vous regarde, mais ça file. Minat Rajan, Azul. Ah, elle me dit un souffle est sec. Ça veut dire quoi, Mina? Donc, Azul tout le monde. Bien, bien. Alors, on commence, hein. Bon, autant vous dire tout de suite, je ne suis pas le plus qualifié pour parler de ce sujet. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout un spécialiste du monde berbère. Il y a de meilleurs spécialistes que moi. Donc, moi, j'apporte quelques réflexions, vu mon statut, mes connaissances, et la confiance que vous voulez bien m'accorder, et replacer le problème berbère dans un cadre général des relations internationales et des problèmes généraux. Donc, permettez-moi une remarque, disons d'ordre général. Le peuple berbère, disons le peuple berbère pour simplifier, hein, parce que il y a des berbères ne serait-ce au Maroc, il y a 3 peuples berbères, etc., mais on ne s'en sortirait pas. Je crois qu'on fera peut-être une émission avec un spécialiste ou deux, si vous le souhaitez, pour parler du vrai problème berbère, enfin bon, sur le plan historique, sociologique, etc. Donc, moi, ce soir, je me contenterai de parler du peuple berbère. Le peuple berbère est un de ces peuples qui n'a pas eu de chance en histoire. Voilà. C'est-à-dire, le peuple berbère n'a pas été gâté par l'histoire. C'est un peu, ça me rappelle un peu le peuple kurde qui n'a jamais réussi à maîtriser son destin et à se gouverner de façon unie et indépendante. Tout simplement parce qu'il s'est retrouvé à chaque fois confronté à un impérialisme plus fort, et donc il n'a pas pu assumer son autonomie, sa culture. Le peuple berbère, pendant des siècles, sinon des millénaires, n'a jamais eu l'occasion véritablement de s'assumer en tant que peuple libre. Si, enfin, je veux dire, il y avait des tribus qui avaient leur liberté dans des zones montagnardes, qui avaient une autonomie, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais disons, toutes les régions berbères, mettons le Maroc, l'Algérie, enfin bon, pas du Maroc, très vite, dans le 7e siècle,
le Maroc a été envahi par les Arabes, donc qui a imposé la religion, qui a imposé l'islam, imposé ou pas, enfin en tout cas les Berbères se sont convertis à l'islam. Et parmi eux, on dit qu'il y avait beaucoup de Juifs. Et donc, si vous voulez, à partir du 8e siècle, 9e siècle, les dynasties qui se sont succédées étaient des dynasties arabes, même s'il y a eu comment dire, des influences ou des passages de berbères, mais à mon avis, ils n'ont pas marqué du sceau de la berbéritude, excusez-moi si le terme n'est peut-être pas exact, la permanence de l'histoire de la civilisation au Maroc. C'est-à-dire que le Maroc était resté, disons, du point de vue de la gouvernance, de l'architecture, des arts, de l'économie, était plutôt dans les villes et était plutôt d'influence andalouse, arabo-méditerranéenne. Voilà. Et disons que c'est une réalité. Donc il y avait ce monde berbère qui était plus ou moins, enfin c'est du moins la vision que je me ségolénise. C'est pas mal, c'est là. Bon ben, ah oui, peut-être en utilisant un truc, oui, avec. Bon, c'est drôle. Bon. Disons que la berbéritude n'a jamais réussi, en tout cas, ou a très peu réussi à s'imposer comme mode de civilisation au Maroc de façon durable. Et les grandes monarchies qui ont eu des relations internationales, etc., étaient, comment dire, elles subissaient l'empreinte, encore une fois, de l'influence arabo-musulmane. L'architecture, la musique, en tout cas, c'est elle qui donnait le ton au niveau international, etc. Et dans un sens, c'est peut-être regrettable, dans le sens où le pouvoir se situait dans les villes, dans les palais des villes, alors que la force vive, c'est-à-dire ces tribus guerrières, ces tribus viriles, ces tribus qui possédaient la force, étaient reléguées dans les montagnes et n'ont pas pu, disons, donner le cachet qu'il aurait fallu pour en faire du Maroc un autre pays, d'un autre type, c'est-à-dire moins citadin, moins délicat. Bon, quand je dis moins délicat, quand je pense aux fascistes, n'est-ce pas? Et leur musique, leur manière, etc. Donc plus vigoureux, plus fort, plus viril. Et cela aurait pu donner un autre visage du Maroc si les Berbères avaient eu droit à marquer de leur empreinte l'évolution du pays. Parce que figurez-vous que les Berbères, et je pense à ceux du Rif notamment, avaient une capacité phénoménale d'évolution, de développement vers l'indépendance, vers la personnalité juridique et politique, que les disons que les habitants de Fès et de Rabat plongés dans une espèce de vie commerçante, languissante, n'osaient pas ou n'étaient pas capables de réaliser.
Et pour cela, je vais vous citer un passage du projet politique de Abdelkrim, le leader du RIF, qui en 1921, alors que le Maroc s'est laissé prendre dans un protectorat d'une manière presque faible, il s'est laissé prendre dans les raies de la France, qui a cédé une partie de son protectorat, de son magot à l'Espagne. Cette monarchie faiblarde, gémissante, velléitaire, qui se laissait aller au jeu, aux relations mondaines, alors que dans un certain coin du Maroc, les montagnes du Rif, existait un autre Maroc, une autre possibilité de Maroc qui voulait donner un visage autre au pays et qui aurait pu, si l'histoire l'avait voulu, marquer un tournant dans l'histoire du Maghreb, et du Maroc et du Maghreb. Je vais vous dire, Abdelkrim el-Khattabi, le leader, qui était journaliste et qui était, qui avait étudié en Espagne, qui s'était imprégné des valeurs et de l'ambition occidentale. Il avait voulu faire ceci en 1921. C'est très important. Il a dit: un petit peuple va prendre en main son destin. Il va jeter les bases d'un État moderne, Il va moderniser la vie des tribus et les unifier, créer une justice, une armée, une école, entreprendre un recensement de la population, convaincre les rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Il est temps que l'Europe fasse passer ses principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Comme beaucoup, d'Arabes, pour aller vite, n'est-ce pas? Il se faisait des illusions. Vous connaissez un peu ma théorie selon laquelle les Arabes en général et les Maghrébins en particulier ne devraient jamais faire confiance aux Européens. C'est-à-dire que les Européens, quand ils viennent leur parler de valeurs, ce n'est pas vrai. Ça veut dire ils les trompent. Ils leur disent: nous vous apportons les valeurs, mais en fait, les Européens empêchent les Maghrébins et les Arabes de les réaliser. Et chaque fois que les Arabes voulaient réaliser ces valeurs de laïcité, d'égalité, de libération de la femme, d'éducation, de santé, les Européens les ont cassés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les exemples, vous les connaissez. Et donc cet appel de Abdelkrim à l'Europe, évidemment, il aurait souhaité que l'Europe vienne à son aide, que l'Europe réalise qu'il y a effectivement, soi-disant, cette Europe, cette France qui venait civiliser les sauvages, apporter la civilisation. Cette Europe aurait dû, devant un tel projet de modernisation de l'État, entreprendre, aider à la réalisation. Et la cause rifaine a eu une certaine, audience internationale. Il y avait Abdelkrim était journaliste, il a su tisser des liens en Amérique, en Angleterre, et il y avait une certaine sympathie pour cette cause d'un peuple qui voulait réaliser le rêve de la modernisation. Évidemment, c'est là où
où on voit le cynisme de l'Europe. Ça ne les intéressait pas. Pour eux, ils avaient un bon roi, j'ai oublié son nom, Moulay Youssef, je crois, enfin, à Rabat, qui était complètement faible, soumis, etc. Et donc, l'Europe va... l'Espagne d'abord. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le Maroc a signé un traité de protectorat avec la France, qui a rétrocédé une partie à l'Espagne. Il lui a dit, voilà, bon, tu prends le nord, le sud, et Tanger sera international. L'Espagne, elle n'allait pas... elle n'était pas contente, parce que elle comptait sur cette zone pour marquer son influence, exploiter les terres, comme fait tout colonisateur. Parce qu'il ne faut pas croire, quand le colonisateur dit « je viens ici et je dépense plus que je ne reçois », ce n'est pas vrai. Enfin bon, je veux dire, c'est de la propagande. Donc l'Espagne va mobiliser un grand nombre de soldats et elle va se faire étriller. Enfin, il y a eu des milliers de morts du côté espagnol. Et ça a été... vous imaginez, l'Espagne était quand même un État moderne, avec l'aviation, l'artillerie, etc. Et se faire étriller par une bande de montagnards. Et donc, la première défaite de l'Espagne. Et là, Abdelkrim peut-être grisé par la victoire, enfin, je ne sais pas, mais aussi parce qu'il croyait dans son, il croyait dans son projet de chasser le colonisateur. C'est-à-dire que pour lui, il n'était pas question de faire une petite république dans le Rif, mais de chasser le colonisateur français et de libérer le Maroc de l'occupation française et de dénoncer le roi fantoche qui régnait, entre guillemets, régnait parce qu'il était le larbin des Français, qui régnait à Rabat, lui déniant même le titre de commandeur des croyants, parce que on ne peut pas imaginer un commandeur des croyants, qui ne défend pas la souveraineté nationale. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans des... sinon, je vais vous éliminer ceux qui rentrent dans des conflits entre l'Algérie et le Maroc. C'est complètement ridicule. Voilà. Bon, je vous le dis parce que c'est enfantin et c'est minable. Bon. Et donc, là, le danger est là. C'est-à-dire que Abdelkrim se dit, bon, puisque j'ai l'avantage, je vais attaquer il a commencé à attaquer les positions françaises. Là, les Français, évidemment, c'était le branle-bas. Alors, Lyautey, dont on célèbre l'esprit marocain, enfin bon, tout le monde dit Lyautey, c'est le colonisateur humaniste qui voulait sauvegarder la monarchie, et patati et patata. Ça me fatigue de voir des connards. Enfin, je ne sais pas comment les éliminer, franchement. C'est lamentable d'en arriver là. Voilà, bon. Enfin bon. C'est le nationalisme à la petite semaine, le nationalisme des cons, le nationalisme des gens stupides. D'accord? Voilà. Et je leur dis, les nationalismes des merdeux. Voilà. Je me demande, mais pourquoi ils foutent pas le camp d'ici? Voilà. Bon. Et donc, le Lyautey dont on célébrait, comment dire, c'est presque au Maroc, il est considéré comme un colonisateur à visage humain, respectueux des traditions, etc.
c'est lui qui va mener la bataille contre Abdelkrim. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas, malgré, enfin, il y a eu 100 000 soldats qui voulaient s'opposer à Abdelkrim, et il n'avait pas le dessus. Il a demandé au gouvernement français l'autorisation d'utiliser les gaz. Vous savez, les gaz qu'on utilisait pendant la Première Guerre mondiale. Et le gouvernement français a refusé. Et il a remplacé Lyautey par Pétain. Voilà, c'est un peu pour, comment dire, rétablir la vérité sur le maréchal Lyautey. Voilà. Et bon, évidemment, il y a eu Pétain, il a utilisé l'aviation, etc. Bon, le rapport de force était tel, et Pétain a eu l'intelligence aussi, au lieu de mener le combat frontal, d'aller chercher Abdelkrim là où il était, et de le cerner et de le prendre, parce qu'il savait que si on prenait Abdelkrim, la guerre serait finie quasiment. Et donc Abdelkrim se rend aux Français lorsqu'il est acculé, pas aux Espagnols. Parce que je crois que les Espagnols l'auraient zigouillé, vu qu'il leur a fait passer un très mauvais moment. Donc, il est exilé à l'île de la Réunion jusqu'en 1946, et en 1946, il arrive à s'éclipser au Caire, d'où il mène une résistance contre les Français. Le problème qui va arriver à l'indépendance, en 1955, le RIF, bon, je parle toujours du RIF évidemment, en 1955, le mouvement rifin sous l'impulsion d'Abdelkrim n'accepte pas cette indépendance, donnée par la France ou accordée par la France. Pourquoi? Parce que, d'abord, les armées françaises et espagnoles demeuraient au Maroc. L'infrastructure, c'est-à-dire toute l'administration, était encore entre les mains des Français et des Espagnols. Et une bonne partie du territoire n'était pas libérée. Et donc, pour les rifins, l'indépendance, c'était une indépendance, disons, nominale. C'est pas une vraie indépendance, c'est pas retrouver la souveraineté, c'est pas retrouver la dignité et l'unité nationale. Et ce qui commençait à arriver en 1956, c'est que l'administration espagnole qui dominait le RIF va être remplacée par une administration de l'Istiklal. Et là, bon, vous connaissez probablement les velléités de l'Istiklal contre tous ces mouvements minoritaires, qu'ils soient berbères ou juifs. Et donc, les rifins ont commencé, à bouger, à créer des espèces d'agitation, de revendication, et ont même demandé, ont établi un certain nombre de demandes qu'ils ont adressées au palais. Par exemple, sortie de toutes les forces étrangères, formation des gouvernements populaires, gouvernement d'unité nationale et embauche de fonctionnaires de la région. Et 56-58, c'est un peu comme une force étrangère pour les rifins qui arrivent, qui s'installent au RIF, une administration étrangère. Pour eux, c'est une administration étrangère, c'est une administration de l'Istiklal, une armée
qui n'est pas celle d'Espagnols, et donc ils se sentaient toujours dépossédés dans leurs droits, dans leur identité, et à un moment donné, ils ont commencé en 58. Il y avait il y avait vraiment des exactions. Enfin, moi, j'ai regardé des vidéos. Je n'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai eu beaucoup de mal à comment dire, à les vivre. Ce sont des moments très douloureux de savoir que des choses comme ça se sont passées dans son propre pays par une armée nationale contre une population locale. Parfois, j'avais l'impression que c'était pire que les colonisateurs vis-à-vis des indigènes. Voilà, si vous voulez savoir, je crois que c'est bien qu'on dit. Si vous voulez savoir, il y a des vidéos, vous tapez la guerre du Rif, 58, et vous allez voir, je veux dire, ce qui s'est passé, c'était terrible, voilà. C'était terrible dans la mesure où, comment dire, pour la monarchie, il n'était pas question de laisser une région évidemment revendiquée. Parce que quelle était la priorité absolue de la monarchie marocaine en 56, de 56, 57, 58? Ce n'est pas d'établir un gouvernement populaire, un gouvernement démocratique, un gouvernement représentatif, avec des élections, etc. C'était d'affirmer son autorité absolue. C'est d'ailleurs pour cela que la monarchie marocaine, sacrifiant l'unité territoriale que lui tendaient les Rifins au nord et les mouvements armés au sud de résistance, pour chasser les colons, la monarchie marocaine a préféré s'allier avec les anciens colonisateurs pour affirmer son pouvoir et écraser ces mouvements de résistance ou de rébellion. Maintenant, il y en a, quand j'ai fait des petites recherches comme ça, j'ai trouvé des trucs très intéressants dans la mesure où et il y a cette, comment dire, cette idée ou cette théorie qui dit que la guerre du Rif, les événements de 59, ont été manipulés en grande partie par le Palais Royal. Et c'est assez, comment dire, c'est pas du tout une idée vaine. Ça repose sur pas mal d'éléments que je vais pas vous assommer avec parce que bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ça, on peut le retrouver dans des vidéos. Mais je vais vous donner un exemple, une illustration. Il y avait un journaliste marocain qui à l'époque était jeune et que j'ai retrouvé dans une vidéo. Donc un journaliste qui, au début des événements, il avait un contact, on lui a donné la photo d'un leader du mouvement. Et avec cette photo, c'était comme un laissez-passer pour, comment dire, naviguer dans cette région. Et effectivement, il a participé à des réunions, etc. Des réunions de résistance, de mobilisation. Et à un moment donné, il était revenu vers le lieu de son travail et il a été embarqué par la police dans les bureaux de Hassan II, qui à l'époque était chef d'état-major et dirigeait les opérations du Rif. Et Hassan II lui dit qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il lui dit écoutez, prince héritier, je vais l'écrire. Il lui dit bon, je vais te raconter ce que tu as vu. Et le journaliste, complètement éberlué,
lui a dit, voilà, tu as participé à telle réunion, et il y avait X, Y, etc., vous avez dit ceci et cela. Et donc, il y avait comme ça des témoignages, des éléments qui font... Et il y avait aussi le témoignage d'un journaliste espagnol, donc qui est quand même un observateur qui avait suivi la guerre du Rif, et qui sont arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire qu'en partie, ou en grande partie, les événements du Rif étaient plus ou moins contrôlés et manipulés par le palais, d'une part pour écarter l'Istiklal de la région, c'est parce que l'Istiklal était à l'époque la seule force politique, économique et administrative capable de gérer toutes les régions du pays. Et donc, pour écarter l'Istiklal, c'est-à-dire l'affaiblir, c'est pas du tout pour une justice, c'est juste pour l'affaiblir. Et deuxièmement, pour créer les conditions, comme le terrorisme en France, pour créer les conditions d'une guerre interne et avec l'état d'urgence, avec l'unité nationale, etc., etc. Évidemment, les Rifains ont payé un très lourd tribut. Et en 2003 ou 2004, dans le cadre de... il y a eu l'égalité, réconciliation, quelque chose comme ça. Enfin, un truc que Mohamed VI a créé vis-à-vis pour les prisonniers politiques et pour ce qui s'est passé au Rif. Et là, on entend des témoignages absolument terribles, vraiment terribles. Je vous en épargne le contenu parce que c'est atroce, voilà. Ils ont payé un lourd tribut. Maintenant, Hassan II, dont on connaît, vous savez que c'était un roi qui avait, je veux dire, il ne pouvait pas tolérer la moindre résistance à son régime, à son règne. Par exemple, quand le général Oufkir a fait son coup d'État, bon, très bien, on l'a assassiné, on a dit qu'il s'était suicidé de 3 balles dans le dos, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Mais la vengeance du roi a été terrible. C'est-à-dire, il a saisi toute sa famille. Il y avait un bébé de quelques mois. Et il les a emprisonnés pendant 20 ans dans des conditions horribles. Et il y avait des enfants, sa femme, ses filles, enfin. Et je veux dire, c'était un tyran qui ne pouvait pas admettre que quelqu'un, qu'un homme politique, ou même une région, se soulève contre l'autorité royale. Et donc le Rif, pour lui, était une zone, c'est qu'il fallait la punir, cette région. Et il ne s'est jamais rendu. On n'a développé aucune infrastructure. C'est une région qui a été laissée à l'abandon. Ça veut dire, bon, on livrait à la culture du hashish, à la contrebande, et dont on a quasiment forcé une bonne partie de la population à immigrer. Parce qu'une bonne partie de l'immigration marocaine en Hollande, etc., est d'origine rifaine. Et donc beaucoup ont réussi d'ailleurs, très bien même. Et donc le Rif a été, comment dire, stigmatisé, frappé d'opprobre pendant à peu près 40 ans, le règne de Hassan II. Mohamed VI a essayé de corriger le tir, il faut lui reconnaître cet élément. Il a essayé de corriger le tir, mais disons que les problèmes n'ont pas... les problèmes du Rif, d'abord il y a ce particularisme qui est réel, qui est fort, qui a une histoire identitaire ancrée, très forte, et donc ce sentiment de délaissement, ce sentiment que, vous savez, au Maroc, c'est vrai que je suis allé au Maroc il n'y a pas longtemps et j'ai toujours eu ce sentiment-là que les villes se développent, enfin pas mal, on sent un développement, enfin les routes, les constructions, etc.
Mais apparemment, la campagne se développe de moins en moins. Et ce qui est pire, ce que j'ai remarqué cette fois-ci, alors je suis allé il y a 2 semaines, j'ai fait un peu de route dans les campagnes, on voit très peu de paysans. Avant, on voit sur les routes, les petites routes nationales, on voyait toujours des paysans, des cabanes, etc., des ânes. On voit de moins en moins. Pourquoi? Parce que des riches, des gens de Rabat et de Casa, évidemment, je suis allé dans une zone un peu particulière, la zone de Ben Slimane, où des riches s'achètent 1 hectare, 2 hectares, évidemment de terres agricoles, qu'ils transforment en maisons secondaires. Bon, voilà. Et donc, évidemment, dans des zones reculées, comme le Rif, Al-Hoceima, etc., les problèmes sont encore beaucoup plus aggravés. Maintenant, j'aimerais venir à des considérations plus politiques. C'est-à-dire, vous savez, le dimanche dernier, j'ai manifesté avec, je ne connais pas leur nom exact, mais je crois que c'était les associations des gens du Rif, quelque chose comme ça, voilà. Bon. C'était à Place de la République, j'ai prononcé 1 ou 2 minutes, un mot de soutien, voilà. En disant ceci, à peu près. L'idée, c'est que le régime, le régime monarchique évidemment, il s'associe au capitalisme mondial pour déposséder le petit peuple et aggraver les tensions, et donc forcément il faut combattre ce système. Bon. Certains m'ont reproché, et c'est pour ça que j'ai enlevé la vidéo, je reconnais, j'ai enlevé pour ne pas, peut-être je la remettrai après cette petite causerie, parce que je ne voulais pas donner l'impression, on m'a accusé de vouloir démanteler ou combattre l'unité nationale. Alors loin de moi cette idée. Voilà. Au contraire, je voudrais seulement mettre en garde ceci, qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Les Berbères, je dis les Berbères, mais bon, on dit les Amazighs ou les Berbères, bon, moi j'ai toujours appris à dire les Berbères, je suis désolé si ça... Mais enfin bon, les Berbères, qu'ils soient dans le Rif, qu'ils soient dans le sud-est, dans la zone d'El Rachidia, donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de force internationale. C'est-à-dire qu'on ne se trouve plus dans un problème interne au Maroc. Ce n'est pas vrai. On le présente comme un problème interne, c'est-à-dire le problème d'une minorité ou d'une grande, enfin on dit que le Maroc est majoritairement berbère, c'est-à-dire à plus de 50%, ce qui est tout à fait vraisemblable, mais comme ce sont dans les régions de montagne, etc., cela ne ressort pas de cette façon-là. Il se trouve que depuis au moins une vingtaine d'années, la question berbère échappe à la catégorisation du problème interne au Maroc. C'est-à-dire, ce n'est plus un problème entre la monarchie et les régions berbères où il y aurait un partage de pouvoir, une reconnaissance de la langue, de l'identité, etc. Chose qui, apparemment en tout cas, qui arrive. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années.
à l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnei Brit, par exemple. Le Bnei Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment j'y suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés. Et moi, j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères, aux Berbères. Et lorsque, après, petit à petit, évidemment, j'ai développé mes connaissances sur le Maroc, j'ai connu des gens du Rif et j'ai connu des gens de Rachidia qui m'ont expliqué des choses. J'ai dit dans une vidéo à Al-Mayeddin, et il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux Berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Vous croyez vous battre contre un pouvoir central qui vous opprime. Très bien, j'admets, je reconnais, j'appuierai toujours cette lutte de minoritaires exploités et non reconnus. D'accord. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire « Mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël. En fait, vous vous appelez pas, je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin, je sais pas, voilà. » Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, je n'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Voilà. Alors, donc, quand vous vous battez pour vos droits, qui sont tout à fait légitimes, pour votre identité, pour votre culture, pour votre place dans la société, pensez juste une chose, méfiez-vous des forces extérieures, vous savez, comme on dit, les sirènes, qui viennent vous chanter des trucs, ou qui viennent vous proposer de l'aide,
ou qui viennent veut dire ceci, soyez lucides, soyez cohérents. Je pense que nous avons vous savez, le but du sionisme, il l'a montré en Irak, en Syrie, en Libye, c'est de détruire ces sociétés, de détruire l'unité nationale, de détruire tout ce qui est un État moderne. Et les Berbères, je vais vous dire, si vous marchez dans cette combine, vous serez emportés. Vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, mais vous serez emportés. Voilà. Donc, ne vous faites pas d'illusions, juste, enfin voilà, réfléchissez. Vous savez, nous sommes dans un monde, enfin, il y a la mondialisation économique, etc., mais il y a la mondialisation sécuritaire. Voilà, aucun pays n'échappe, et surtout pas le Maroc ou l'Algérie, enfin, je parle du Maroc principalement, ne peut échapper à cette emprise terrible. Moi, je tiens beaucoup à mon pays, je le redis, et je voudrais que mon pays, comme d'autres pays maghrébins, arabes, échappe à cette main de fer, enfin dans un gant de velours, je ne sais pas si elle est dans un gant de velours, qui l'écrase, qui détruit, qui l'explose. Voilà, c'est un peu le message que je voulais vous transmettre ce soir. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère avoir à peu près tout dit. Restons unis, restons solidaires, nous faisons partie d'un Maghreb. Alors ceux qui disaient le Maroc, l'Algérie, etc., bon, qu'ils aillent au diable. Nous sommes des Maghrébins et il faut que nous luttions pour notre identité, notre souveraineté, notre indépendance, notre dignité. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bonsoir.